Bienvenue dans le débat de France 24 ce soir. Une page qui se tourne dans l'histoire politique britannique. David Cameron a laissé la place ce soir à celle que l'on surnomme déjà la nouvelle dame de fer, Theresa May, qui devient la deuxième première ministre dans l'histoire du Royaume-Uni. Elle est entrée ce soir à Downing Street, plus tôt que prévu, après la démission surprise lundi d'Andrea Leadsom, sa rivale dans la campagne pour prendre la tête du Parti conservateur. Mais que voudra dire donc cette prise de pouvoir anticipée pour le Brexit? Quelles conséquences pour le reste de l'Europe? Et quelles sont les intentions de cet eurosceptique qui a néanmoins fait campagne pour le maintien dans l'Union européenne? On en parle ce soir avec mes invités. Patrick Martin-Genier, qui est enseignant à Sciences Po Paris en droit public européen, également spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Avec moi en plateau également Nicolas Sowells, qui est maître de conférence à l'Université de la Sorbonne Paris. Bonsoir. Et également Paul Thompson, qui est vice-président de la section parisienne du Parti conservateur, et en direct de Londres, Laetitia Strauch-Bonnard, essayiste et journaliste basée à Londres. Laetitia, tout d'abord, question pour vous en direct de Londres. On vient tout juste d'entendre Theresa May qui entrait à Downing Street, un discours très focalisé sur des questions de justice sociale. C'est véritablement sur ça qu'elle entend se concentrer dans les semaines à venir. Eh bien, Theresa May a plusieurs défis à relever. Le premier est tout d'abord celui du Brexit et de la négociation avec l'Union européenne, de la sortie du Royaume-Uni, de l'Union, et c'est quand même ça, son premier défi, et tout le monde le sait. Bien sûr, elle en a parlé pendant son discours, mais elle a tenu aussi à insister sur une autre dimension qui lui tient à cœur, et visiblement, c'est très important pour elle de mettre en avant l'idée de la justice sociale et le fait que l'économie et la réussite économique du pays doivent profiter à tous. Et en cela, en fait, elle n'innove pas tout à fait parce qu'elle se place dans la continuité de David Cameron, qui avait déjà mis en œuvre un certain nombre de réformes, notamment dans l'économie, pour augmenter le taux d'emploi, par exemple, pour diminuer aussi la dépendance à certaines allocations qui créent des espèces de trappes à pauvreté, qui avait aussi mis en œuvre une réforme du système scolaire. Donc Theresa May se place dans cette continuité en insistant encore davantage sur la nécessité de partager les fruits de la réussite économique. Il faut dire aussi qu'en 2002, donc avant même que David Cameron prenne la tête du parti, Theresa May avait mis en garde l'ensemble du parti en disant que son image auprès des électeurs était très mauvaise et que beaucoup voyaient dans le Parti conservateur le nasty party, un parti méchant. Et elle n'a eu de cesse depuis 2002 et ensuite depuis 2005 avec David Cameron d'essayer de changer l'image de ce parti, et les conservateurs ont partiellement réussi, puisqu'en tout cas, ils ont gagné les deux précédentes élections, alors qu'ils ne cessaient de les perdre en 1997 et ensuite en 2001. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une Theresa May qui ne surprend pas tout à fait dans sa prise de position, mais qui a préféré insister sur cet aspect-là de son programme plutôt que sur d'autres questions qu'elle maîtrise tout aussi bien, comme celle de l'immigration ou celle de la sécurité intérieure, puisqu'elle a été ministre de l'Intérieur pendant les dernières années. Cette question de l'immigration qui sera sans doute essentielle dans les semaines à venir, et on va parler dans le contexte de ces négociations sur le Brexit. On y reviendra un peu plus tard. Tout d'abord, Nicolas Sowells, on vient de l'entendre, ce discours sur la justice sociale, une Theresa May qui se place vraiment dans la continuité par rapport à David Cameron, selon vous? Je pense que son discours sur la justice sociale est un peu plus fort que le gouvernement sortant. Mais le fait c'est qu'en fait, c'est un gouvernement qui vise une politique libérale. C'est-à-dire l'actuel chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances, il vise très clairement à diminuer la taille du secteur public dans le PIB à 35%, à baisser les impôts. Donc, je ne sais pas du tout comment elle va faire. Je pense que c'est un discours qui est très alléchant. Mais je ne vois aucunement comment elle peut le mettre en œuvre. Mais peu réaliste. D'ailleurs, dans son discours, elle précise qu'elle souhaite une fiscalité favorable aux Britanniques moyens et non aux plus fortunés. Je vous propose de l'écouter. Elle s'exprimait il y a quelques minutes, juste avant d'entrer à Downing Street pour la première fois. Je reviens de Buckingham Palace, où Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement. Et j'ai accepté.
Tout le monde ne le sait pas, mais le nom complet de mon parti est le Parti conservateur et unioniste. Et ce mot unioniste est très important pour moi. Cela signifie que nous croyons en l'union, ce lien si précieux entre l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Paul Thompson, vous êtes vice-président de la section parisienne du Parti conservateur. Vous la voyez plutôt dans la continuité ou dans la rupture, Theresa May? Il y a quand même un décalage par rapport au discours de son prédécesseur, de David Cameron, beaucoup plus quand même focalisé sur la justice sociale qu'il ne l'était. Je pense qu'on peut parler d'une discontinuité relative, ce qui n'est pas vraiment en contradiction à ce que vous venez de dire. Mais la question de l'accent et où on met le curseur est quand même très important dans la vie politique concrète. Il y a aussi des questions d'image qui, dans la vie politique, sont également très importantes, des symboles. Elle n'a pas du tout le même profil sociologique que David Cameron et son Notting Hill Group. Elle vient d'un milieu de type Middle England, c'est-à-dire des classes moyennes, bien éduquées, mais pas particulièrement argentées. Et elle a fait ses études secondaires dans un grammar school, ce sont des écoles du secteur public de très bon niveau. Après, avant d'aller à Oxford, tandis que David Cameron, George Osborne et d'autres sont allés à Eton, qui est une des meilleures écoles privées de l'Angleterre. Tout ça compte, c'est significatif, et dans son style et sa compréhension aussi des couche moins privilégiée de la population britannique, je pense qu'on peut imaginer qu'elle est plus sensibilisée réellement à ce que vivent toutes ces personnes. Donc, ma lecture de ces commentaires n'est pas que c'est un discours creux. Je pense qu'elle a ressenti comme beaucoup de personnes, que la campagne référendaire a dévoilé, s'il en était besoin, qu'il y avait une sorte d'abîme séparant ceux qui se débrouillent correctement dans la vie économique britannique et ceux qui ont beaucoup de mal à se débrouiller. Elle prend très à cœur, je crois, cette dernière catégorie de la population. Patrick Martin-Genier, au-delà de la question des négociations sur le Brexit qui devront suivre et qu'elle devra gérer, c'est vrai que le style qu'elle apporte à Downing Street, la façon dont elle gère ces vraies questions sociales qui ont finalement été la grande leçon que doit retirer la classe politique britannique, les élites britanniques après cette campagne référendaire et tout ce qui et son résultat qui a tant étonné les politiques et qui allait finalement à l'encontre de ce que voulait une bonne partie de la classe politique britannique. Oui, tout à fait. Ce qui est étonnant en entendant Mme May, c'est qu'elle est en train de faire sur le perron du 10 Downing Street une sorte de déclaration de politique générale, alors qu'elle vient là déjà à titre prioritaire pour régler le problème du Brexit. Dont elle a très peu parlé, dont finalement. Elle a très peu parlé parce que Mme May, en réalité, a été fidèle au Premier ministre, M. Cameron, alors même qu'elle est eurosceptique, mais elle a été en arrière-plan de la campagne, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mise en avant, mais on sait très bien qu'elle était plutôt eurosceptique. Donc sa tâche prioritaire, c'est bien de négocier effectivement la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Elle a dit Brexit means Brexit, hein, donc effectivement il va falloir sortir. Et ce discours est tout à fait louable, mais on a dit aussi, il y a une petite contradiction parce qu'on la compare beaucoup avec Mme Thatcher. On avait dit que ce serait la seconde dame de fer. Moi personnellement, qui ai connu cette personnalité quand j'étais, étudiant, je n'ai pas souvenir que Mme Thatcher avait un tel discours social. Donc c'est une différence quand même assez différent. Je suis bien d'accord. Et effectivement, je suis d'accord avec M. Sowell quand il dit c'est très louable ce discours parce que le Brexit, on a bien vu qu'il y avait une différence, une fracture sociologique, territoriale entre les personnes qui étaient favorisées, les jeunes, les personnes des catégories socio-professionnelles aisées et les autres, notamment les ouvriers, dont il semble avoir été oubliés par le Parti travailliste. Et il y a une reconquête effectivement de ces catégories sociales à effectuer, tant d'ailleurs par le Parti conservateur, comme vient de dire Mme May, que par M. Corbyn, qui est le dirigeant du Parti travailliste. Et donc, elle a pris si je peux juste ajouter une chose, elle a pris ses distances avec Mme Thatcher
très clairement, sans méchanceté ou sans la condamner, en soulignant l'importance qu'elle attache au fonctionnement de la société ou aux communautés, alors qu'on reprochait à Mme Thatcher un côté très individualiste. Et aussi dans ses propos concernant l'importance que la richesse nationale ne doive plus bénéficier qu'à une petite élite. Il y a quand même une critique assez claire contre le statu quo. Donc, c'est quand même des différences, plus d'accent, mais d'orientation. Et en ce qui concerne certaines politiques précises qu'elle a proposées, par exemple, le fait que des ouvriers soient représentés directement sur les conseils d'administration des grands groupes cotés, c'est tout à fait significatif. Et d'ailleurs, ça a déjà provoqué des tentatives d'autodéfense des représentants de la City dans le Financial Times, par exemple, en disant qu'il ne faut surtout pas suivre l'Allemagne sur ce chemin, mais ce serait quelque chose de tout à fait important. C'est ce qu'elle semble décider à faire. Laetitia Sroche-Bonnard, bien sûr, la grande question, vue de l'extérieur en tout cas, c'est la façon dont elle va gérer ces négociations sur le Brexit. Elle a déjà été très claire, elle n'entend pas déclencher le processus, invoquer cet article 50 du traité de Lisbonne cette année. Elle a été bien claire sur le fait qu'elle comptait attendre et qu'elle ne ferait que l'année prochaine. Alors, tout est possible. On l'a vu dans les dernières semaines, entre ce qui est dit, ce qui est voulu, ce qui est prévu, et la réalité, il y a quand même une certaine distance. On aurait dû avoir, en tout cas les Britanniques auraient dû avoir un nouveau Premier ministre à la rentrée en septembre, et en fait, c'est déjà décidé aujourd'hui. Tout est possible dans la mesure où peut-être que Theresa May sera forcée d'invoquer l'article 50 avant la fin de l'année, parce que les pays membres de l'Union européenne n'entendent pas attendre un temps indéfini, ce qui est tout à fait normal. Par ailleurs, tout de même, vous avez ici, en Grande-Bretagne, des entreprises, mais aussi des personnes qui attendent de savoir ce qui va leur arriver. Je pense notamment au secteur financier, que Theresa May connaît très bien, et elle doit savoir que la mesure la plus importante, la question la plus importante est de savoir si les banques et un certain nombre de fonds vont pouvoir conserver la possibilité qu'ils avaient jusqu'alors de commercer dans la zone euro grâce au système qu'on appelle le passporting. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Donc je ne pense pas qu'elle se voile la face sur ce point-là. Je pense qu'elle a simplement besoin de dire qu'il faut attendre, parce que c'est tout à fait normal du point de vue du Royaume-Uni. Ils doivent gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi ? Eh bien, pour décider quelle va être leur position, puisque rien n'est prêt et qu'en plus, la personne qui prend la tête du pays aujourd'hui n'a pas fait campagne pour le Brexit. Nicolas choisira. On comprend qu'elle ait pu vouloir attendre un petit peu. Néanmoins, la pression viendra de l'extérieur. Ça, on l'a entendu ces dernières semaines. Les partenaires européens sont absolument clairs sur le fait que le calendrier ne doit pas tarder, qu'il faut se décider maintenant à invoquer cet article 50 et mettre fin à toute cette incertitude, mais la pression viendra peut-être aussi de l'intérieur, puisque beaucoup de Britanniques et beaucoup de ceux dans la City notamment ont besoin de réponses claires, ont besoin de savoir où on va. Je suis tout à fait d'accord, hein. C'est-à-dire il faut maintenant prendre des décisions. C'est assez remarquable comment en fait finalement le Parti conservateur a rapidement trouvé un nouveau leader, mais tout son discours, je dirais en fait, c'est vraiment la poudre aux yeux. C'est-à-dire avoir une politique sociale sans vouloir augmenter les impôts, sans vouloir augmenter l'imposition des entreprises. Là, le ministre des Finances, il vient d'annoncer que d'ici 2020, le taux d'impôt sur les sociétés va être baissé à 15%. Donc, il n'y aura jamais d'argent pour faire ce social. Sur la négociation, idem, c'est de la poudre aux yeux. Elle dit très clairement, elle a réaffirmé là qu'il faut sortir maintenant de l'Union européenne. Bon, les problèmes vont commencer. Est-ce que la Grande-Bretagne va essayer de rester dans le marché unique ou non? Ce seront des vraies questions, comme ça a été évoqué sur le passeport bancaire. Et je ne sais pas du tout comment elle va faire. Paul Thompson, les questions sont très importantes ce soir. Vous faisiez allusion à George Osborne qui perdra sans doute son poste ce soir, un tout nouveau gouvernement, des nouveaux ministres, une nouvelle politique qui devra mettre en place. Jamais finalement autant d'incertitudes n'a pesé sur le système politique britannique. Et on ne parle pas simplement du Brexit, on parle de tout. Je ne partage pas vraiment cette vision anxiogène de la situation au Royaume-Uni. Je pense que les institutions sont ultra solides outre-Manche et le resteront. Le Parti conservateur a une orientation
qui se veut à la fois libéral et social. Dans l'esprit de certains, c'est une contradiction impossible dans les termes, mais pas dans l'esprit de tout le monde. L'idée est qu'une politique libérale en matière de vie économique est de nature à accroître les richesses du pays, et la question de la répartition de ces richesses relève du système fiscal, mais également de la répartition des dépenses. Donc, il n'est pas juste de dire qu'une baisse des impôts sur les sociétés nécessairement va appauvrir les couches désavantagées de la société, comme vous semblez le suggérer. Oui, je veux dire, indépendamment du fait que les institutions britanniques sont solides, c'est vrai, il y a une vraie contradiction, parce que Mme May, on dit, a été une sorte de Thatcher bis, mais en ce sens que c'est elle-même qui a demandé à la police britannique de réduire de 20% ses effectifs. Je l'entendais au mois de décembre dire, si c'est pas vous qui vous restructurez, c'est moi qui restructurerai la police nationale. Donc elle a eu un discours extrêmement ferme. Il y a une crise dans le fameux service national de santé, le National Health Service. Il y a eu une crise parce qu'il faut réduire les dépenses. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait de dire je vais mener une politique sociale, une politique en réalité qu'il faut qualifier d'égalité des chances, hein, elle a tout à fait raison, et l'exigence qui est de réduire les dépenses publiques, et effectivement on ne va pas pouvoir faire un revirement de situation immédiatement, donc elle va être obligée de poursuivre cette politique de réduction des dépenses publiques, et cela va dans un sens, c'est un peu contradictoire effectivement avec ce qu'elle vient d'annoncer sur le perron du 10 Downing Street. Par ailleurs, M. Osborne avait bien dit que les Britanniques perdraient d'une somme d'argent d'environ 4700 livres, hein, 4500. C'est une estimation de la part de M. Osborne. Alors si c'est vrai, et il a clairement annoncé lui-même qu'il fallait augmenter les impôts, donc Mme May est face à un véritable défi, il va falloir qu'elle constitue un gouvernement en accord avec ses dires. Alors, on devrait en savoir un petit peu plus dans le courant de la soirée, puisqu'on s'attend à cette annonce de la part de Theresa May, donc la nouvelle première ministre britannique, sur la formation de son gouvernement. Elle devrait nommer plusieurs de ses ministres et notamment créer un ministère du Brexit qui pourra gérer ces négociations dont on va parler dans la deuxième partie du débat dans quelques minutes. Restez avec nous.